Bon, on est d'accord que je fais comme chez moi. Ouais, ça tombe bien, j'y suis chez moi. Milieu d'après-midi, ouais, il y a toujours, mais c'est toujours le paradoxe. Tu bosses, oh, tu te dis des fois, t'aimerais bien relâcher, mais tu trouves ton compte aussi. Là, c'était école Camondo, des premières années. C'est toujours le même paradoxe. Qui a croisé Georges Perec? Non, personne. Donc t'es le premier à parler de Georges Perec. C'est une chance. Alors évidemment, t'essayes juste de dire à quoi ça correspond pour moi, là, dans ma vie aujourd'hui. Et dans ce cas-là, tu recommences pas exactement. Comment tu greffes espèce d'espace avec la vie, mode d'emploi, W, la ordinaire, la disparition. Tu fais le job et bah, t'es content de le faire. Avec Perec, tu reviens à ta place. Sa place, c'est ici. On a parlé de quoi? On parlait de Baudelaire, c'est un atelier qu'on fait à partir de Baudelaire, et c'est en parallèle de la version qu'il y a aussi en accès libre sur le site. Donc, dictionnaire Baudelaire de Pichois, avec les 32 adresses de Baudelaire successives dans Paris. Je les ai mis là-dessus, donc avec le Paris capitale du 19e siècle de Walter Benjamin, et comme outil, ben justement, les outils de Perec sur les rues, les appartements, les chambres, etc. On prend une espèce d'espace et on l'applique au relevé des adresses de Baudelaire dans le dictionnaire de Pichois. Bon, ben, je vais y revenir, ce sera ma 5e proposition Baudelaire. En fait, c'est ce que je pensais faire. Tu finis l'atelier avec les étudiants, et après tu enregistres la version pour le blog Baudelaire, mais là, non. Le service de presse, c'est autre chose. On est entre nous, on parle. Ça, on rangera demain, puisque j'en ai encore besoin. En cours de route, je leur ai parlé de la Maison des Feuilles. Tu sais, cette histoire-là, avec toute une gamme d'histoires qui se croisent transversalement au livre. Et puis, sur le tout petit pitch, tu achètes une maison, l'intérieur est plus grand que l'extérieur. Démerde-toi avec ça. Il me reste des stylos. J'ai dit, 100 stylos marqués tiers-livre. Chaque fois que j'envoie un bouquin, je mets un stylo dans l'enveloppe. Bah, ça va me durer quelques semaines. J'en envoie pas. Bon, ouais, 10 par semaine, quoi. Ça va durer 2 mois. Profitez-en. Hein. C'était quoi l'actualité aujourd'hui? Ah ouais, j'ai refait une mise en page, des corrections sur mon livre autrefois, La Limite, publié chez Minuit. Moi, ça s'appelle Le 2e livre est toujours le plus difficile à écrire. Ce qui est vrai. Mais c'était une sorte d'atelier personnel sur rajouter, en le rééditant d'entiers livres, la genèse de ce truc-là. Là, je me bagarre avec Amazon parce que, quoi, il paraît que c'est pas mon livre. Il faudra que j'arrive à le prouver. Des fois, c'est lourd, tout ça, c'est lourd. Si tu sors pas ce que tu reçois, ça t'encombre, puis tu t'en sors encore moins. J'avais eu une sorte j'en avais fait une bonne 50aine de ces services de presse en 3 ans. Puis au bout du compte, tu prends l'habitude. Tu arrives un truc dans ta boîte aux lettres, tu dis attends. Tu le poses, tranquille, tu les sortiras ensemble. Et on fera ça. Ça aide la tête à marcher. Qu'est-ce que j'ai lu, moi? J'ai lu ça. Alors c'est aussi un truc. Est-ce que tu fais une vidéo spécifique chaque fois que tu lis un livre? Mais je vous ai dit, je suis de plus en plus mal à l'aise avec ça. Pour moi, la vidéo, YouTube, c'est la littérature en tant que telle. Pas aller servir la sauce. Bon, là, c'est quelqu'un qui s'en fiche. Il est professeur au Collège de France. Ça s'appelle Des étoiles nouvelles. Et c'est le gros reproche au livre, c'est ça. C'est... il y a les notes et les index à la fin. Et donc, en gros, tu as exactement 100 pages. Et puis, tu en voudrais tellement plus. Alors, il part de ce poème que tout le monde connaît. José Maria de Heredia, où, penchés à l'avant des blanches caravelles, ils regardaient monter en un ciel ignoré, du fond de l'océan, des étoiles nouvelles. Juste ça. Or, Heredia est un poète
qu'on pourrait dire mineur, mais ce poème-là, il tranche. En quoi il est produit comme, qu'est-ce qui fait que ce poème devient un best-seller? Et puis, il repart d'abord toute l'histoire de comment ce type se fait alpaguer par des astronomes, par des journaux, etc. Parce que du fond de l'océan, il regardait monter en un ciel ignoré, du fond de l'océan, des étoiles nouvelles. Or, tous ceux qui ont été navigués sur l'autre côté de l'équateur, ils disent « Ben non, les étoiles, elles montent à l'arrière, donc si tu regardes à l'avant, tu les vois pas monter. » Alors, juste sur ce paradoxe, la licence poétique du vers, monter des étoiles nouvelles. Alors rien que ça, déjà, tu te prends au jeu dans une enquête comme le genre de plaisir que tu as chez Pierre Bayard aussi, quoi. Mais après, il part sur une autre une enquête. Bon, ce gars, son spécialité, c'est littérature comparée. Il prend cette question des étoiles nouvelles dans l'Antiquité, chez Pline, chez les Grecs. Et puis ensuite, cette question d'étoiles nouvelles, au moment découverte du Nouveau Monde, même pas Christophe Colomb, par exemple, les premières expéditions au Brésil, et comment la Croix du Sud vient petit à petit s'établir, etc., etc. Et donc, il enquête uniquement sur cette question de l'étoile nouvelle. Alors, on traverse les peintres aussi, là. Caspar David Friedrich, Étoile de l'exil, Étoile divine, Théologie des étoiles nouvelles, la boucle de cheveux et la bulle de savon, la chevelure de Bérénice. Très beau passage. Et à quoi tient le destin d'une image? Réversibilité des mondes et bibliothèque fantôme. C'est un voyage qui se nourrit lui-même, et plus tu avances, plus tu te dis, mais toi, tu portes quoi de ton propre rapport aux étoiles? Et cette question de l'étoile nouvelle, dans le grand dehors, ce qu'il y a de nouveau, comment ça te porte, toi, dans un très beau texte, par exemple, d'Étienne de la Boétie, cette quête de l'étoile pour échapper à... lui, c'est guerre civile du XVIe siècle. En tout cas, William Marx, des étoiles nouvelles, ouais, il y a même Tintin et Milou là-dedans. Enfin, bon. Georges Lucas, la guerre des étoiles. C'est incroyable. À chaque fois c'est comme si on avançait, qu'on découvrait, c'était ce que Adorno dit être un gros schéma de l'illusion et de la non-intelligence. Tu dis, ah ben ouais, ça, tu découvres des choses que tu crois savoir. William Marx, des étoiles nouvelles. On attaque. Boum. Ah, ça, je me le suis acheté aussi. Me le pour envoyer. Marie Connet, vous connaissez. Comètes et perdrix. Il faut dire, avec un titre comme ça, tu te dis, Marie Connet, comètes et perdrix. Bon, franchement, les perdrix, étoiles nouvelles, ça va, comètes, ça va, mais... Alors, c'est une histoire, l'extraordinaire aventure de Robert et Gérald Finali à travers la France et l'Espagne. Et tout d'un coup, ça change de gabarit. Et les rabats, je sais pas qui est-ce qui a dit ça. Je sais pas si vous avez vu sur la page Patreon, on a lancé une espèce de recensement des maisons d'édition, édition de l'Ogre. Ah bah, bien sûr, ils y sont. Mais regardez ce jeu avec les rabats. Il y a une longue 4 de couve. Moi qui reprends l'histoire, et puis là, ça concerne Marie Connet. Je suis écrivaine, je vis au Pays Basque, née en 1965, élève dans un établissement religieux quand j'étais enfant. J'ai toujours connu par rumeur les périples que vous avez vécus ici. Alors c'est une histoire compliquée, ces enfants juifs adoptés par une famille catholique, et puis qu'est-ce qui est intéressant, Marie Connet parle beaucoup des questions des migrants, elle s'y implique même avec... Vous savez, elle a parlé aussi récemment des questions de l'après-guerre d'Algérie. Et là, moi, ce qui m'a tilté pour prendre ce truc, l'histoire en elle-même, on a l'impression là aussi qu'on les connaît, ces histoires. On sait que dans cette espèce de grand brassement de guerre, dans le fond de génocide, et comment
l'apparente solidarité aux victimes du génocide peut y avoir des doubles fonds beaucoup moins clairs. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette question. Comment ça, tu en fais histoire? Comment, par le fait que toi, tu reconnais un rouage, les établissements religieux, l'enfance, que tu vas traverser ce rouage et appeler ça pour amplifier, revenir à l'envers dans ce rouage, et comment tu traites de l'information, comment tu traites, comme fait Modiano dans Dora Bruder, comment tu traites l'enquête, comment le récit d'une enquête. Je ne peux pas en parler plus, puisque mars 2020, j'ai peur vraiment de ce qui va venir, qu'on voit venir. Il faut dessiner le cadre dans lequel les corps qui résistent sont piégés. Comment le sont-ils? Un peu, beaucoup, moins que ça, jusqu'où? Il est très important de dessiner le cadre exact, précis, de le voir se déplacer au gré des adaptations des uns aux pratiques des autres. Comment, par exemple, sur les îles Canaries, énonce-t-on leurs droits aux personnes qui débarquent après des jours d'océan, des mois ou des années d'errance? Maurice Garçon, avocat de la famille Finali, qui ne fait aucun cadeau à Mademoiselle Brun. Je sais pas, j'ai pas lu le livre. Le 25 octobre, dans son journal, si on n'aime pas les juifs, c'est parce qu'ils sont restés juifs et constituent toujours un élément étranger dans le pays. C'est évidemment une raison sérieuse de les considérer comme un danger, etc., etc. Donc c'est cette question entre réalité, document, fiction ou pas fiction. Comment tu en fais une histoire et que cette histoire ne renvoie qu'à la faille en toi-même. Hors de question que je ne me l'achète pas, et Édition de l'Ogre fait partie de ceux qui ont à soutenir Mordicus. Ça, c'est un achat aussi. Ah, ouais. C'est pas un livre, mais c'est marrant. Pourquoi ces trucs d'informatique, ils ont besoin de la symbolique de la boîte? Tu as toujours l'emballage et tu as l'impression qu'il vaut plus cher que ce qu'il y a dedans. Déjà, tu t'en passerais, tu préférerais payer moins cher et qu'il n'y ait pas besoin d'emballage. Mais là, c'est un truc, jamais je me resservirais de cet emballage. Alors tu diras, dans ce cas-là, tu n'avais qu'à pas acheter le bousin. Ouais, mais le bousin, j'en ai besoin. Mais là, ce qui est curieux, c'est que dans ce luxe de trucs là, pourtant je ne l'ai pas payé cher. Là encore, on dirait presque le format, la tranche, l'épaisseur du livre, comme si le livre avait cette symbolique qui était capable de la donner même à un tout petit bordel. Attends, où on va là? Mais regarde-moi ça. Waouh! Et tout ça pourquoi? Bon, d'accord, c'est joli. J'en ai un là, déjà de ça. C'est-à-dire, tu branches ça sur le Mac, et là, tu as la prise HDMI dont tu te sers pour le gros écran, une prise USB-C qui est la même, c'est-à-dire que comme tu prends une prise USB-C et que le Mac en a que 4, et encore maintenant ils en font qu'on en a que 2, tu peux brancher le petit chargeur ici, et il te reste une petite prise USB pour ajouter quoi? Mon disque Time Machine. Et je m'en souviens très bien, le précédent, je l'avais acheté à Sergi. Alors il m'a fait quoi? Il m'a fait plus de 4 ans. Mais c'était un truc Apple, j'avais payé 70 balles. Alors là, j'avais vraiment trouvé que il se fout de notre gueule, quoi. Ils te vendent un ordi et tu as besoin d'un petit dongle. Et comme le petit dongle, c'est Apple. Alors celui-là, je l'ai acheté 20 balles. Mais dans ces 20 balles, tu as l'impression que. Et pourquoi il faut que je le change? L'autre, ça chauffe un peu, donc ça s'oxyde. Donc là aussi, ça fait des coudes, puis tu bouges l'ordi, tu le débranches, tu le rebranches. Donc évidemment, en mécanique, on appelle ça des pièces d'usure. C'est-à-dire que tu as la notion de pièces d'usure en électronique. C'est pas un truc qui est obsolète, c'est pas l'obsolescence programmée. C'est juste que là, par exemple, j'arrivais plus à faire mon time machine, j'arrivais plus à brancher mon... Donc il me servait juste pour raccorder l'écran, tu réinvestis 20 balles. Mais j'aurais préféré qu'il me l'envoie dans un truc un peu moins... Bon, en tout cas, je l'ai. Peut-être que les autres, c'est des livres. Une enveloppe aussi. Alors ça, d'où ça vient? Mais c'est toujours... il n'y a pas beaucoup de gens qui m'envoient des choses comme ça. C'est une carte Michelin d'autrefois, avec François Bon, mon adresse, un timbre qui n'est pas le timbre...
avec un tome de collection. Donc déjà, c'est un monde de pratiques qui ne sont plus les miennes. Mais bon, j'aime bien les gens qui font ça quand même. Je vais essayer de l'ouvrir proprement. De Kitess, des caisses. Ah, ça va être dur, hein. Mon cher François. Alors, qu'est-ce que ça représente, ça? Je sais pas, je crois qu'il l'a découpé. Eh ben, c'est Pierre Bergogneau. Autrefois, je faisais ça quand je recevais des enveloppes de Bergogneau. Mais on dit, les mecs, ils perdent leur temps sur Internet. Mais ceux qui font pas d'Internet, ils perdent un peu leur temps aussi. D'accord, ça me fait plaisir. Autrefois, combien de fois, là même, j'ai dit, quand je recevais les livres de Pierre, allez, une enveloppe, Pierre Bergogneau, je l'envoie à qui on veut. Bon, celle-là, je vais la garder. J'ai marché un moment, sache-le, avant de me dire, ce Keith Richards dont François réveille les fulgurations, les percées, n'est jamais qu'une bête de scène, etc., etc. Ha ha. Bergogneau lit mon conversation avec Keith Richards. Il est stone, hein. L'espèce de soulagement qu'on éprouve quand même, arrivé, la page 111. Qu'est-ce que je dis, la page 111? Ah, ça restera entre lui et moi. Merci mon Bergou, mais c'est quand même... Bon, c'est lui. Là, l'enveloppe classicos. Qu'est-ce que c'est ça? Vertical. Frédéric Siriez. 240 pages. Et ça s'appelle Récit B. Paimpol, Paris, Alger. La dérive de deux anciens amis se retrouvant sur une voie ferrée. L'arrivée de supportrices décidées à illuminer le Stade de France. La bande-annonce d'un film fantastique sur fond de black metal algérois. Un apéritif au champagne sur le toit de la Porte Saint-Denis. Le surgissement théâtral de Frantz Fanon. L'éternel retour d'une autostoppeuse dans un virage, la nuit, jusqu'aux appels téléphoniques intempestifs, parasitant l'auteur en train de concevoir ce recueil, résolument beau et bizarre. Ah, on aurait pu appeler ça Frédéric Siriez, résolument beau et bizarre. Beau, bizarre, B, récit B, mais on sait, c'est comme autrefois, on avait les 45 tours. Les 45 tours, tu avais la phase B. C'était par exemple important pour les Rolling Stones, tu sais, tu faisais un Chuck Berry Route 66 sur la face A, celle qui va vendre, mais derrière tu mettais une espèce d'instrumental, Brian Jones et la troupe, ils appelaient ça, ils avaient une espèce de pseudo, et comme sur un 45 tours, les faces B se vendent autant que les faces A, puisque tu ne peux pas les découper par la largeur, et ben tu avais autant de droits d'auteur que ceux que tu donnais. Face B, récit B. Nous, on dit aussi en photo ou en vidéo, on dit les B-roll. B-roll, c'est t'as la vidéo principale, puis après, c'est ce que tu vas aller chercher avec ton petit appareil. Si j'avais le temps, etc., tu feras un gros plan sur les stylos, puis hop, tu inclus ça, c'est le B-roll. Donc, l'appliquer à la littérature, je ne connais pas vraiment Frédéric Siriez, c'est que c'est pas son premier travail. Au vertical, des néons sous la mer. Ouais, celui-là, je me rappelais du titre. Mélo, 2013. Je suis capable de tout, 2016. Betty Book, ça aussi, je crois que j'avais feuilleté au moins. Mais j'avais pas franchi le pas, c'est lui qui m'a proposé de le recevoir. Grand merci, Frédéric Siriez. Pour François Bon, coéquipier secret à bord de l'équipement de la pensée. Alors, ce qui me paraît intéressant, quand il m'a proposé ça, maintenant je fais gaffe, c'est pas la peine que je m'encombre de bouquins, etc. Mais bon, son écriture, pour moi, ça faisait déjà partie du paysage. Même si c'était que feuilleté en bibliothèque, librairie, etc. Puis vertical, quoi. Mais est-ce que les recueils de nouvelles, non. De toute façon, en France, non. Aux US, oui, Carver, etc., ça fait partie de la tradition. Nous, non. Par contre, la fragmentation
et comment dans ces fragmentations tu retrouves par ces espèces de choses qui éclosent, indépendantes les unes des autres, une progression, une nappe souterraine, quelque chose qui le rejoint, eh ben, à ce moment-là, oui. Et ça, je crois que c'est l'enjeu de ce livre. Maintenant, je fais gaffe quand je fais ces services de presse. C'est trop facile de lire au hasard, parce que, en gros, t'en fais ce que t'en veux d'une lecture. Mais là, bon, tiens, allez, c'est page 87. On vous verra près de l'échangeur de la porte de la chapelle. Vous ne renoncerez pas si proche du but, vous ne renoncerez jamais. Vous ne lâcherez pas les vôtres, vous ne lâcherez pas les frères qui vous ont lâchés, mais qui assurément vous attendront au comptoir d'une buvette trahie, eux aussi par un bistrotier qui leur servira une bière sans alcool dans une pinte en plastique percée, 8 balles. Vous vous rendrez au stade coûte que coûte, dénicherez un ticket de choix sur place auprès d'un fils de pute de revendeur pour vous donner du courage face au néant de votre situation. Vous sortirez votre écharpe, la laisserez pendre de votre cou dont elle épongera la sueur éthylique comme une étole sacerdotale vivant au goulot, un peu de gin transparent comme de l'eau minérale. Vous lèverez machinalement les yeux vers les panneaux de signalisation à l'entrée de l'autoroute A1 et déchiffrerez péniblement les mots Saint-Denis, Stade de France. Ces mots vous réchaufferont le cœur, car vous vous souviendrez que vous aussi vous vous appelez Denis et que vous allez au stade, vous verrez sous les bretelles autoroutières des hommes. Oh, j'arrêterai pas. C'est ça qui est important, qu'on se partage tous ces trucs les uns les autres. Si on reste dans notre coin, on est mort, quoi. Pourquoi je fais du web? Bah c'est ça. Est-ce que je suis obligé de le faire? Non. Qu'est-ce que je ferais si je le faisais pas? Eh ben ça n'existerait pas. Oh, Robert Hébert. Vous connaissez Robert Hébert? Moi, oui. Monsieur Résus. C'est quelqu'un qui vit à Montréal, qui est très ancré philosophie, mais avec cette manière d'utiliser la philo sur les bords, sur les petites choses de la société, très, très acerbe. Et une très grosse réputation au Québec, Monsieur Résus. On connaît plus sous le nom de Monsieur Résus que sous le nom de Robert Hébert. Moi, je l'ai croisé, et où je l'ai croisé, eh ben, la compagnie Un Numéro présente, c'est quoi? C'est fait par Bruno Lalonde. Ça, vous connaissez par contre. Vous savez, Montréal, grande avenue, numéro 2700, je sais pas quoi. Librairie Le Livre Voyageur, c'est une ancienne imprimerie. Tout le rez-de-chaussée, des bouquins d'occasion, puis en plus c'est fermé en ce moment, évidemment. Et puis à l'arrière, la réserve, les cartons. Et je pense qu'il achète des milliers de bouquins en lot et il en redonne. Je crois que l'an dernier, il a donné 13 000 bouquins en retour aux hôpitaux de Montréal. Donc, par contre, ceux qui gardent, suivez-le sur Facebook, Bruno Lalonde, Le Livre Voyageur. Il met toujours ses trouvailles du jour. Puis vous pouvez les réserver, click and collect et tout ça, mais tout par Facebook. Alors, je sais qu'ils sont complices de longtemps. Et je sais que Bruno, dans sa compagnie à numéro, il y avait une sorte d'honneur, d'hommage à accueillir un texte original de Hébert. Il n'y a pas de ponctuation. Tu vois, tu dis je lis une page au hasard, et elle est où la ponctuation? Ah, pas de ponctuation. Couler. Bah ouais, si ça s'appelle couler, tu ne vas pas ponctuer. L'incubateur en devenir est une métaphore de vie. S'il fallait essayer d'éclairer les voies de la création, incubateur au déploiement imprévisible, aux incertitudes, aux limites qui rôdent par-delà la somme d'énergie requise pour y être entre deux projets philosophiques, entre deux poèmes. Dans l'interstice inapparent du social au cœur des mots, il m'a fallu un abîme de sommeil, de rêverie diurne prélevée depuis mes heures de qui-vive adolescente. Il m'a fallu une foule de choses éprouvées, vu, entendu, advenu au travail, au hasard, Europe, Amérique du Nord, déception politique, moult locomotion, animal, bivouac, un instrument de musique, main, souffle, vibration, sans aucun mot, sur une autre sorte de portée au fond, une série de dépaysements qui cassent toute possibilité d'engrenage, des règles tout embryon de système, esquive le genre, répétition de certitude ad nauseam, à cause de ces délais presque intolérables à concevoir. Je me suis dit, fini la poésie,
poésie, cela fut possible pendant 20 ans, soulagement prévisible, puis fini la philosophie, mais je me suis toujours trompé sur l'immense géographie des aléas, des désirs fous et des ascèses qui, à sa manière, réverbéraient dans... Bah, dis donc, ça vaut quand même mieux que les gnangnateries. Merci, les deux. C'est ça le problème, il faut bien que je continue ce fichu service de presse, sinon je peux même plus sortir de ma piole. Avant midi, monologue, revue de langue et de littérature. Alors, avant midi, qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Je sais pas. Vonologue, et pas monologue, tiens. 46 350 Calès. Cher François, nous sommes heureux de vous faire parvenir sous ce pli, avant midi, le premier d'une série de volumes collectifs imaginés par les éditions Monologue, prenant appui sur la proposition d'un texte de Nietzsche adressé aux auteurs. Cette première livraison comprend des poèmes de Philippe Beck, Barbara Köhler, Pierre Vinclair, Cathy Peterson, Jean-Paul Michel, Laure Gauthier, Xavier Morel, Geneviève Hutin, décédée il y a 2 ans, Maude Thiriat, Gilles Jallet, Emmanuel Moze. N'est ni un livre, ni une revue, nous l'avons conçu, bon ça c'est du baratin, hein, comme un montage ou la construction d'une image. Notre site internet est en cours de constitution et n'est pas accessible pour l'instant. Bon... Mais merci, c'est Gilles Jallet donc, qui m'envoie ça. Mais pourquoi ce truc à côté du web, quoi? Pierre Vinclair, vous savez, la sauvagerie, les Dixins l'an dernier. Évidemment, ça tient la rampe. Et Beck, qu'est-ce qu'il fait là-dedans, Philippe Beck? C'est lui qui ouvre. Avec un titre, RYRKAI-P2I. Chaque être dans le procès de poids de sa montée déliée qui soulève la statue à une prison privative, une défensive orchidée, tout ce qui est sien, étoile, épave idiomatique, puis lune ou modèle clair, car est en avant comme le bois de captation qui s'éveille violon ou clairon, il est symphoniquement inachevé. Il dit des onomatopées frappées comme des pièces et le dénouement figuré dans la lettre de l'air. La production du ralliement à la personnalité invisible, veau de plomb ou de suif, suscite le monologue de Burlone devant des marins épuisés et revendiqués, exercices élastiques de l'administration, décrets de simplification, tactique par la mission, schématisme, levier, drill et knaut, et apparaissent dans la liberté des forêts. Je les ai relégués à la mésosphère, mais ils traversent le désir de citer comme des décisions intéressées et captiver des matières critiques dont je dis le remouvement d'esprit, la rétroaction, comédie. Bon, lire Philippe Beck, rien que ça justifierait avant midi, revue Monologue, qui n'a pas de site internet. On avance, on avance. Pierre Loti, Actes Sud. Pierre Loti, le marabout, la perruche et le singe, un tour du monde animalier. Pierre Loti chez Actes Sud. Ah ouais, mais c'est Pierre qu'elle a... Non, pardon. Anthologie réunie et présentée par Alain qu'elle a Villéger, qui, depuis des années, republie les carnets, etc., les correspondances, les textes rares, etc. Alors, anthologie sur le thème des animaux, en mer Rouge. Il y a des photos aussi. C'est juste ça, moi, des fois, qui me touche aussi. C'est-à-dire, Loti, bon, Viau, cousin des bons, Île d'Oléron, etc. Mais c'est chez moi, c'est pas... Et donc, il y a quand même une sorte aussi de choses, parce que tu as les pieds sur la même terre, les yeux dans le même ciel, même si c'est tout ce qui... Mais... qu'un homme passe des décennies de sa vie pour porter comme ça la fabrique d'une œuvre qui sinon serait hop là, totalement brouillardisée. Ça aussi,
Donc à chaque fois, bah, tu reviens chez Lottie, mais par un autre biais, sauf que c'est toujours le même guide. Alain qu'elle a léger. Vous avez remarqué, j'ai oublié de les balancer par terre, les bouquins. Je vieillis. Ça n'intéressera plus personne. Le service de presse. Ceci dit, très touché de la réception l'autre jour, là, quand j'ai fait mon déballage. Jean-Christophe Bailly, Fiction et compagnie, Au Seuil, Jour d'Amérique. François Von, You Can Start From Everywhere. Tiens donc, regardons. Chicago, Madison, Minneapolis, 2003. Tiens, curieux. Hier matin, j'étais en train d'écrire ma propre visite à la fac de l'université de Chicago. Et donc l'aller-retour en autocar à Madison, Wisconsin. New York, 2008. Depuis 2003, je n'avais pas revu les États-Unis. Depuis 2000, je n'étais pas revenu à New York. Bon, mais j'ai l'impression que Jean-Christophe, ça devient comme la question de la littérature toujours posée, la question du paysage toujours posée, etc. Et là, la dernière fois, je savais que j'avais son petit livre là, sur les carnets de Grèce. Moi, Jean-Christophe Bailly, ne serait-ce que dépaysement, fait toujours partie là de ce qui revient, de ce qu'on rebrasse. Mais comme si sur cet ancrage spatial de dépaysement, ben, ça s'étendait. Et je ne sais pas si on attend, il est un peu plus vieux que moi, Jean-Christophe, mais pas tant que ça, ou s'il n'y avait pas la question de rassembler. Alors, est-ce que c'est lié, écrit entre 1978 et 2011, repris tel quel, les carnets que réunit ce livre. Ça, c'est des choses dont on parle beaucoup, nous aussi, dans nos petits groupes. Là, Est-ce que le carnet, tu l'écris non pas pour publier, mais pour te préparer toi à écrire. Et cette dialectique-là donne consistance à l'expérience que fut la découverte des États-Unis et de New York en premier lieu, pour un auteur que l'on n'attendait pas forcément sur ce terrain, loin des anciens parapets, citation de la vieille Europe. C'est donc la notation qui en est le principe actif. Donc là, moi je vais lire l'Amérique, le New York et le Chicago de Jean-Christophe Bailly, non pas par rapport aux États-Unis, mais par le fait de, c'est quoi pour Jean-Christophe, le fait de noter. 3 mars, rester, même si la nostalgie existe, elle n'est pas encore une force d'attraction pour l'instant. Jour difficile jusqu'à ce que l'avion parte sans moi, pourtant codé partant sur l'ordinateur de Copenhague, Don Cherry, concert. 2 musiciens, très beau moment, africain et trompette finale, séparés par des instants décousus, mais jamais vides. Les propos insanes de Lévi-Strauss sur les nouvelles musiques me reviennent, mais le baladin noir ne les lira jamais. Bailly. La loupe, je crois que je vais commencer par Chicago. J'ai des envies de Chicago ces temps-ci. Oula, c'est du coffre-fort. Remarque qu'ils ont raison. Moi, j'ai eu des problèmes ces jours-ci. Des gens qui commandent un livre, 2 livres, 3 livres, ça va, je les sers. Par contre, j'ai eu plusieurs commandes. Alors, c'est super, je suis touché. Des gens qui achètent tous les Lovecraft, ou des gens qui prennent 4 ou 5. Et je les mettais dans des grandes enveloppes. Puis là, plusieurs fois, t'as beau mettre en colissimo, etc. Les enveloppes jetées, vraquées, etc. Les livres, c'est fragile, quoi. Donc là, moi aussi, en ce moment-là, j'ai acheté des papiers intermédiaires. Quand je prends l'enveloppe, je la replie, je serre. Là aussi, vous voyez, ces petits trucs, je ne vais pas me plaindre, parce que là, moi, voilà, les accessoires de l'auteur. Discussion l'autre jour avec un copain au comité du Seuil, enseignant en fac de... Mais tu peux pas faire mieux, tu peux pas écrire au lieu de faire tes enveloppes. Bah ouais, mais toi, tu fais combien de réunions dans ta fac, et puis de comité lecture. Bon, heureusement qu'il me l'a mis solide. Je savais bien l'autre jour, j'en avais un à moi, et sur le marché de l'occasion, j'ai découvert, alors ils sont pas du tout des choses désherbées, c'est-à-dire que les bibliothèques, elles achètent plus trop de machins comme ça. Alors je sais pas d'où il vient, s'il se débrouille avec des pilons, des retours, si c'est l'éditeur lui-même qui se débrouille à écluser. Bon, en tout cas, voilà 3 livres neufs que j'ai payés chacun moins de 5 balles sur le marché de l'occasion, et je me suis dit, des trucs comme ça, tu rachètes tes propres livres, et puis quand il n'y en a plus,
waouh, à ce moment-là, tu le ressors. Mais je sais pas pourquoi régulièrement ça me prend comme ça. J'aime pas voir mes bouquins sur le marché de l'occasion. Donc quand j'en vois sur le marché de l'occasion, allez, hop, reviens. De toute façon, tu trouves toujours après à les réoffrir, ou tout simplement là, tu les stockes. C'est-à-dire là, il t'en reste un. C'était quoi? Non, regardez. Et puis ta vie reprend de l'épaisseur. J'ai l'air de faire le clown, mais vous savez, pas du tout. C'est le premier que j'ai vu ça, c'est Philippe Cognier. En visitant son entrepôt, des trucs, des caisses, des adresses. J'ai dit, mais ben, pourquoi c'est ton adresse sur ta propre toile? Ben, je les rachète. Alors moi, c'est pas pour revendre. Ce livre-là, au contraire, c'était pour se dire, si je le reprends, est-ce que justement je peux réécrire à l'intérieur, le réamplifier, mais se dire, non, tu le vires de l'occasion. Place nette. Je savais bien que j'en avais commandé 3. Celui-ci a mis un peu plus de temps à venir. Ah, Verdier. Ah bah franchement, Verdier, il y a longtemps que je n'avais pas reçu du Verdier. Je regarde parce que les autres éditeurs, ils ont une sorte d'honneur chaque année, même si c'est pas beaucoup, à envoyer à l'auteur ce qu'ils lui doivent. Moi, des fois, chez Verdier, c'est 150, 180 par an. Bah, au bout de tous les 2-3 ans, tu t'énerves, tu le dis sur Facebook. Alors à ce moment-là, c'est bon, ils te renvoient les 3 fois 150, etc. C'est-à-dire, c'est tellement rien pour eux que ouais, mais un rouleau de scotch, comment je les paye? Bon, c'est bon, mais là, c'est Bergou. C'est prose de l'âge triste, en frère toujours. Par contre, j'aime bien ce journal de Bergou avec son papier Bible. Et vous savez, là aussi, j'en ai parlé, là, ça doit être le 2016-2020. Ce qui est bizarre, c'est que le premier tome, Bergou parlait d'un passé lointain, la mort de son beau-frère, l'accès au premier livre, la publication chez Gallimard. Et puis ce journal qui tient depuis lors, ben là, maintenant, ça rattrape le présent. Donc on est presque dans du temps réel. Regardez comment ça commence. Levé à 5h15, le jour tarde. Debout à 5h10, il fait nuit noire. Levé à 6h20, Cathy retourne à l'institut. Debout à 6h dans la pénombre qui gagne. Levé à 6h30, toute la journée à lire, alternativement Kafka dans la bizarrerie profonde déconcerte et le psychanalysme que Castel avait publié. Oublie donc les sciences humaines, sociales, tu comprendras mieux Kafka, mon frangin. Debout à 6h30, la vague de chaleur annoncée frappe le pays. Levé à 6h, il fait déjà debout à 6h, levé à 7h, etc. On est vraiment dans le journal. Mais c'est précisément cet aplat du journal qui ouvre le réel le plus strict. Alors c'est beaucoup plus futé que ça. Vous savez, j'avais fait ça, je sais plus si c'était dans une vidéo, mais là j'ai tout un dossier autrefois avec Bergou. On s'écrivait beaucoup, des longues lettres. Et moi, ça a été très structurant, cette expérience avec lui. Et ça nous arrive encore. Là, par exemple, c'était dimanche dernier. Alors c'était bizarre, parce que vous savez que physiquement, grand, maigre, un peu tordu, et comme ça, il y a beaucoup de proximité avec H.P. Lovecraft. Je pense pas que Bergou ait lu Lovecraft. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout son truc. Mais moi, j'avais commencé dans les lettres de Lovecraft, puis ça m'a glissé à Bergou, j'envoie un mail à Bergou, on commence à discuter, et puis là, c'est pas du tout la même... Quel rapport? Bah rien. Ouais, sauf que j'avais repris des lettres de Bergou avec la date où il raconte ce qu'il a fait, le jour, la veille, ou le jour même où il est en train de m'écrire, et j'avais comparé à la même date dans le journal. Bah, la reconstruction fictionnelle, waouh. Est-ce qu'il y a un index là-dedans? Ah non, ils n'ont pas mis d'index. Parce que des fois, c'est curieux. Alors, remarque, c'est facile pour moi, celui que j'ai cherché dans l'agenda. C'était le 17 octobre 2019. Ben voilà, 17 octobre 2019, je retrouve sur l'ordi. Je feuillette le livre. Jeudi 17 octobre 2019, levé à 6h10, triste matinée d'automne. Je termine l'histoire du vers de Jacques Réda et passe au fil du récit de J. de Genève. En milieu de journée à la poste, puis à la pharmacie où on me remet les 2 doses de vaccin antigrippal. François Bon téléphone sur le fixe, vers 3h.
Il anime un atelier d'écriture à Orsay. Non, il n'avait pas compris, c'était une visite pour un texte qui d'ailleurs a été refusé ensuite par l'Aglo. Mais bon, ils m'ont laissé la compte. En tout cas, quelque chose que je n'ai pas trop apprécié. Mais... Nous pourrions nous retrouver lorsqu'il aura terminé. Au même instant, Alice Diop appelle sur le portable. Oh là là, c'est compliqué sa vie, elle. Elle est en repérage à GIF et arrive un instant après avec Sarah, sa chef opératrice. Elle a déjà tourné la partie de son film sur le RER dans la banlieue nord et va s'occuper de l'extrémité opposée. François rappelle, je dépose mes visiteuses dans GIF, où elles ont laissé leur voiture et poursuis vers Orsay. François m'attendait devant la gare du Guichet, des années que nous étions plus rencontrés. On s'assoit au café voisin pour faire le point. Il est à la retraite, lui aussi, depuis l'année dernière. 5 fois grand-père. Son petit monde dispersé partout sur la terre, il va prendre le RER pour Paris, ou etc. Je rentre par le chemin. C'est curieux. Alors effectivement, on avait eu on communique, on s'échange, on se lit, mais il y a un moment que je ne l'avais pas vu. Et j'avais cette réunion à Orsay, mais ça s'était décidé au dernier moment. Donc là, effectivement, je lui téléphone, j'ai dit « Pierre, je tente ma chance. Tu m'attendras à la gare, etc. » Mais je ne savais pas qu'entre-temps, il avait un rendez-vous pour une histoire de film. Il s'est bien gardé de me dire quoi que ce soit. Je le vois encore traverser la rue en courant. Bon, alors normal aussi qu'il n'est pas... Ouais, on avait parlé qu'effectivement, j'enseignais plus dans cette école d'art de Cergy. Donc voilà, je suis à la retraite. Bah non, mon gars, j'ai pas été fonctionnaire aussi longtemps que toi. Hein. Allez, je suis content. Globalement, je crois que je suis dans tous les volumes du journal de Bergou. Simplement, c'est toujours une image. Méfiez-vous des images que carnet de notes, et notes comme Bailly. On dit pas journal, c'est pas une assignation réelle, mais quand c'est écrit, c'est toujours une fiction. Je crois qu'avec Bergou, c'est ce qui nous rapproche. On voit la même chose tous les deux. Bah, si chacun va dans son coin puis écrit ce qu'il a vu, ça se ressemblera pas beaucoup. Mais c'est pour ça que je l'aime.